Bienvenue au cœur de l'action, le podcast de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Un podcast qui vous invite chaque semaine à vous informer autrement sur l'actualité de votre ville. En matière d'inondation, le risque zéro n'existe pas. C'est l'une des grandes leçons que nous ont données les terribles inondations du 3 octobre 2015 qui ont frappé l'ouest de notre département. Cette tragédie marque un changement d'époque en matière d'aménagement du territoire que Jean Leonetti nous explique. Bonjour Jean Leonetti. Bonjour. Cette semaine, vous vous êtes rendu sur les rives de la Brague, à un endroit où un ancien hameau d'une trentaine de maisons a été complètement démoli. Ce hameau avait subi les terribles inondations du 3 octobre 2015 et là, l'eau était montée à plus d'1,50 m. Qu'est-ce qui va advenir aujourd'hui de ces terrains qui sont des terrains inondables ? Alors ces terrains, très clairement, ils reviennent à la nature, ils reviennent à ce qu'ils auraient dû toujours rester. Mais il y a 40 ans, on ne se préoccupait pas trop du problème des inondations. Si on regarde l'histoire de la Brague, c'est intéressant. D'abord parce que on dit que les Romains cultivaient les abords de la Brague. Ça veut bien dire que c'était une plaine alluviale et qui était alimentée par les inondations répétées. Si on va un peu plus près, on se rend compte qu'en 87, en 93, il y a des inondations importantes. On évacue les campings, on évacue des maisons. Et pourtant, il n'y a pas de prise de conscience de la part de la population. Et d'ailleurs, fin des années 90, début des années 2000, on met en place ce qu'on appelle des zones rouges, c'est-à-dire des zones inconstructibles parce que inondables. Il y a une levée de bouclier de la population qui dit non, je ne suis pas inondable, ça s'est passé, mais il y a 100 ans, et de mémoire d'homme, il n'y a pas d'inondation. Et puis il arrive la tragédie de 2015, le 3 octobre, où à la suite de débordements de la Brague et de pluies cévenoles intenses, il y a dans l'ouest du département 20 morts et plus de 100 élitroyages, c'est-à-dire 100 personnes qui sont sur les toits et qu'on sauve avec un filet en hélicoptère. Donc ça, c'est une prise de conscience forte. La population comprend qu'elle vit dans une grande difficulté, un grand danger. Et je dirais qu'au fond, les pouvoirs publics changent de braquet et à la fois de braquet de stratégie. La nouvelle stratégie, c'est pas de dire « je vais vous promettre qu'il ne se passera plus jamais rien ». On sait très bien qu'avec le réchauffement climatique, les inondations de la Brague, le débordement de la Brague, ils vont continuer. Je dirais même qu'ils vont continuer de manière quelquefois plus intense et plus fréquente. La preuve, c'est que depuis 2015, il y a eu 2 inondations de crues dites centennales. Ça veut dire que normalement, elles se produisent tous les 100 ans. Il y en a eu 3 en 10 ans. Donc ça veut bien nous dire que, attention, la vulnérabilité de ce territoire est importante. Et donc plutôt que de faire des murs, des bassins de rétention, avec la promesse très illusoire de dire à la population « vous inquiétez pas, on a fait ce qu'il fallait », et puis se trouver avec la difficulté de l'inondation peut-être meurtrière, on a décidé, avec Jean-Pierre Dermite, le maire de Biot, et l'ensemble de la communauté d'agglomération, on a décidé de retourner à la nature. Oui, on a racheté les maisons, on a démoli les maisons, et on revient avec un lit de la Brague qui est un lit naturel. Ça a d'ailleurs 3 avantages. Le premier avantage, c'est d'abord que dans cet endroit-là, il n'y aura plus de sinistrés. On a racheté et on est retourné avec des arbres et la nature. Le deuxième, c'est qu'on recrée de la biodiversité et on en a besoin dans nos cœurs de ville, on en a besoin autour de nos villes. Et le troisième, c'est qu'on crée un espace touristique, parce que se promener le long de la Brague en famille le dimanche quand il fait beau, c'est aussi une stratégie de plaisir et de plaisir partagé avec les touristes et les riverains. Ce que vous nous décrivez là, c'est véritablement un changement d'époque. Quand on délivre les permis à l'époque pour laisser construire des maisons en bord de Brague, c'est parce qu'on pense qu'on peut encore maîtriser la rivière et la détourner avec un mur. Et puis ces événements de 2015 arrivent et là on comprend que l'homme n'est plus capable finalement de maîtriser. Non, il n'a jamais été capable. Il a cru à un moment donné qu'il pouvait dominer la nature, la servir, et l'eau revient toujours à l'endroit où elle est partie. Ça, les anciens le savaient. Ils ne savaient pas tellement, parce qu'il y a 40 ans ou 50 ans, quand ils font l'embouchure de la Valmasque avec l'embouchure de la Brague en angle droit, ils auraient dû savoir à cette époque-là que l'eau ne choisit pas l'angle droit pour s'évacuer. Et quand ils construisent dans un méandre
totalement artificielle. Il y a 40 ans, le hameau de la Brague dont on parle et qui a été bien entendu entièrement démoli, le hameau de la Brague, il est dans le lit de la Brague. Et on pensait qu'on allait pouvoir expliquer à l'eau qu'elle pouvait contourner le hameau. Donc aujourd'hui, on revient à des projets qui sont plus modestes, qui sont plus réalistes, qui sont plus écologistes. Et puis en même temps, surtout, qui sont plus efficaces. Le hameau de la Brague, ce n'est pas le seul hameau que vous avez fait déconstruire en tant que président de la CASA. Il y a le hameau du Pylône, il y a le Clos des Molières. Ce sont en tout 66 maisons qui ont été rachetées et détruites. Il y a un coût en face. Ce coût, c'est bien entendu le fait qu'on a acheté les maisons. On n'a pas acheté au rabais les maisons. On a acheté les maisons logiquement à des gens qui avaient effectivement de bonne foi acheté une maison en pensant qu'ils pouvaient y rester toute leur vie et les léguer à leurs enfants. Donc on n'a spolié personne. La preuve, c'est que tout a été fait à l'amiable et on a bénéficié effectivement d'une aide de l'État, de la région, du département, de l'agence de l'eau. Et donc on a été capable de s'unir dans cette stratégie et de faire en sorte que la vision que nous avons aujourd'hui est une vision tout à fait différente. Je prends un autre exemple. Vous avez ce qu'on appelle à Antibes l'îlot Rébot. L'îlot Rébot, c'est un espace dans lequel il y a du pavillonnaire, du petit immeuble. C'est une zone rouge. Je dirais rouge sang, c'est-à-dire que celle-là aussi, elle a été inondée et avec des augmentations d'eau à l'intérieur des maisons de plus de 1,50 m. Bien, on est en train tranquillement de racheter pour ceux qui veulent vendre, j'insiste bien, uniquement pour ceux qui veulent vendre, et se dire que dans 10 ans, il y aura probablement un parc en plein cœur de la ville. Et c'est plutôt bien de se dire que finalement, là aussi, on a deux objectifs qui paraissaient différents. Redonner des jardins et des parcs dans la ville des parcs et des jardins, c'est notre projet. Et puis de l'autre côté, avoir la protection des personnes contre les inondations. Eh bien là, on fait les deux. On fait les deux en même temps. Et donc, on rachète progressivement ces maisons et on va commencer à installer, avant la fin de cette année, un jardin qui va pouvoir être, je dirais, le prémisse d'un parc qui, à terme, si les riverains le veulent, si ceux qui veulent vendre vendent, on le fera toujours à l'amiable, eh bien, à ce moment-là, on aura un poumon vert en plein cœur de la ville, à l'entrée de la ville. Cette crise de 2015, cette terrible inondation, elle fait prendre conscience aussi que la rivière ne connaît pas les frontières des communes, donc elle incite à un vrai travail intercommunal. Vous avez raison, et c'est une chance finalement que le législateur, en 2018, ait transmis la compétence qu'on appelle GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et des inondations, qu'il est transmis aux agglomérations. Opio n'a jamais fait de bassin de rétention. Pourquoi l'aurait-il fait? Pourquoi le maire d'Opio aurait fait des travaux sur sa ville pour protéger la ville qui est au-dessous de lui? Et là, aujourd'hui, on travaille sur des bassins. Et donc, le bassin du Loup, le bassin de la Brague, le bassin de la Valmasque, on travaille sur l'ensemble des vallons. Et on ne travaille pas de manière indépendante. Effectivement, les Alpes-Maritimes, c'est une montagne qui tombe dans la mer. Et une montagne qui tombe dans la mer, on ne peut pas ne pas la regarder de manière globale. En aval de la Brague, il y avait d'anciens campings qui ont disparu suite à cette inondation, à cette crue centenale. Qu'est-ce que deviennent ces terrains ? On a deux options. Une option en renaturation, bien sûr, mais dans cette option en renaturation, il y a un volet de culture et d'agriculture. On peut faire du maraîchage. Et faire du maraîchage, c'est là aussi revenir au passé. Les Romains faisaient du maraîchage, et il y a un siècle et demi, ou un siècle, les gens faisaient du maraîchage sur le bord de la Brague. Et donc on s'est lié avec le lycée Vert d'Azur, qui forme des jeunes à l'agriculture, à l'horticulture, et on va leur donner des parcelles à utiliser, et on va retrouver une forme d'agriculture dans la ville d'Antibes qui va permettre effectivement à la fois, comme on le disait tout à l'heure, le loisir, la promenade. Les inondations sont des crues violentes, mais pas seulement, ce sont aussi des ruissellements dangereux, comme cela arrive route de Grasse. Là, vous travaillez autrement.
Quand on est en cœur de ville, bien sûr, on ne va pas démolir les immeubles. Donc on est obligé de concilier le bassin de rétention, les réseaux pluviaux, comme on l'a fait d'ailleurs sur la vieille ville quand on a refait Marraine d'Alacan. Et là, il y a un sujet un peu emblématique, c'est le parc Cerruti. Le parc Cerruti, c'était un parc le long de la route de Grasse, et on sait que la route de Grasse est inondée quand il y a des inondations et quand il y a des pluies importantes. Et donc on a fait un énorme bassin de rétention de 3000 mètres cubes, et on l'a fait enterré. Et en surface, il y a le retour d'un jardin et le retour d'un jardin d'enfants. Et donc, on retrouve là aussi la conciliation entre un aménagement urbain végétalisé et une lutte contre les inondations. Globalement, cette lutte contre les inondations, elle coûte combien à la CASA ? Elle coûte cher. Il faut la regarder dans le temps. La Brague, c'est plus de 20 millions, rien que pour faire ce retour à la nature. Donc 20 millions, c'est pas anodin. La requalification des vallons, les nettoyages des vallons, ça coûte aussi de l'argent, et en fonctionnement, on a dépensé près de 45 millions. Mais pour autant, c'est quand on a dépensé ces 45 millions, on a la tranquillité de se dire qu'à cet endroit-là, en tout cas dans cet endroit-là, il n'y aura plus de personnes en danger. Donc, si on avait fait des bassins de rétention, on pourrait éviter que le hameau de la Brague ou le clos des Moulières soit inondé. On n'aurait jamais atteint cet objectif. On aurait toujours dit, on a fait beaucoup, mais on ne peut pas garantir le risque zéro. Là, dans cet endroit-là, le risque, il est devenu zéro. Si le risque zéro n'existe pas, est-ce que du coup, on n'a pas intérêt à préparer les populations aux inondations, à leur expliquer comment réagir ? Est-ce que vous travaillez sur la culture du risque ? La culture du risque, c'est un élément majeur. On l'a travaillé bien avant 2015, et fort heureusement d'ailleurs. La culture du risque, avec le service sécurité civile qui existe à la ville d'Antibes depuis 30 ans, on a la capacité effectivement d'alerter. Mais je crois que vous avez raison d'évoquer, on est assez bien préparé à la culture du risque incendie. Par exemple, si vous avez un incendie, tous les habitants, ça ne comprend pas l'ascenseur. Prend pas l'ascenseur parce qu'il peut être bloqué et vous mettre dans une situation de plus grande vulnérabilité. En revanche, est-ce qu'on a bien expliqué aux gens que quand il y a une inondation importante, comme ça s'est produit à Valoris ou à Cannes ou ailleurs, ou à Mandelieu, est-ce qu'on a bien expliqué aux gens qu'on ne descend pas dans les caves et on ne descend pas dans les garages en sous-sol ? Pour sauver sa voiture. Voilà. Pour sauver sa voiture et mettre en danger sa vie. Donc je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour familiariser l'ensemble de la population à la culture du risque d'inondation. Et puis enfin, il y a la culture du risque immédiat, la culture de l'urgence. Et on travaille beaucoup mieux qu'avant là aussi, parce qu'on peut alerter dans un territoire précis tous les téléphones portables en disant dans l'endroit dans lequel vous êtes en danger. Après, vous avez toujours malheureusement ces gens qui comprennent rien au risque pour eux-mêmes et pour les autres. Et quand il y a un barrage, parce qu'il y a une inondation qui est en cours, essayent de forcer le barrage, mettant leur vie en danger et la vie des sauveteurs aussi en danger. Mais ça, on l'évitera jamais. Ce qui est important, c'est que dans nos écoles, dans la population, on ait la culture du risque et on ait la réactivité. Lorsque une inondation importante peut arriver dans les heures qui vont venir, qu'on soit averti. Au passage, rappelons quand même que 2015, c'est jamais qu'une alerte orange. Une alerte orange qui tourne bien entendu à une alerte rouge, et jamais l'alerte rouge est prononcée. Donc ça veut dire qu'une alerte orange, il ne faut plus la prendre à la légère. Une alerte orange, surtout dans les mois d'octobre, quand il y a les pluies cévenoles, ça peut très vite basculer vers des drames humains. Merci beaucoup. Merci à vous. Au cœur de l'action, c'est un podcast d'Antibes Jean Lépin. À la technique, Jean-François Diaz. Au micro, Florence Bellon. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.